RMC Première. Lieutenant Christophe Baumann, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef des opérations à la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. Merci d'être avec nous ce matin, notamment pour faire le point sur ces fortes pluies. C'est pas un cyclone, mais les conséquences depuis hier sont importantes. Avant de les voir en détail, est-ce que tout ça a de quoi surprendre la sécurité civile ? Pas forcément la surprendre, puisque nous sommes sur un secteur et dans un pays où effectivement ces phénomènes peuvent arriver. Ils sont déjà arrivés à nombreuses reprises. La sécurité civile aujourd'hui s'est construite depuis le 1er janvier de l'année passée. Un an, ça a suffi pour organiser une sécurité civile performante ? Elle s'est organisée, elle se construit de jour en jour encore, mais effectivement, l'ensemble des dispositifs sont en place et sont performants et permettent de réagir typiquement à ce type d'événement. Lieutenant Christophe Baumann, notre invité ce matin. Vous pouvez vous aussi poser vos questions 258 comme tous les matins et également sur Facebook désormais ncpremière.nc. Allez, on commence donc par nos routes. Christophe Baumann, c'est toujours le Nord qui est touché par ces coupures par exemple de la circulation. On en est où ce matin ? Oui, effectivement, un point a été fait dès ce matin aux premières heures. Les axes principaux, par chance, sont dégagés ce matin. Donc effectivement, les problèmes que nous avions rencontrés sur le secteur de Pointe-Boute ou de Bourail dans le secteur de Nécou sont levés à 7 heures. C'est-à-dire qu'enfin, l'ensemble des automobilistes vont pouvoir passer, même si la vigilance reste de mise, puisque les eaux sont encore stagnantes en bordure de chaussée et les chaussées peuvent être dégradées. Donc attention sur ces points-là. Au-delà, il faut vraiment se méfier sur le réseau secondaire. Le réseau secondaire qui, lui, est encore engorgé. Les criques sont encore en train de déborder. Donc, on rappelle effectivement à la vigilance, surtout le réseau routier, malgré tout. Alors, on souffle ce matin. Est-ce qu'on a vu hier beaucoup de véhicules forcer les radiants crus et se mettre en danger ? C'est malheureusement une triste habitude. Effectivement, il y a encore des gens qui s'engagent sur les routes submergées, malgré le rappel des règles de vigilance que vous relayez régulièrement. On a des gens qui se sont encore engagés sur certains secteurs. On a des gens qui forcent des passages, malgré la présence des forces de l'ordre ou des sapeurs-pompiers, qui mettent, eux, leur vie en danger pour essayer de préserver la vie de ces personnes. Et malgré tout, elles s'engagent et ça finit toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'au final, il faut aller récupérer ces personnes-là avec effectivement la mise en danger des secouristes à ce moment-là. Des pompiers qui ont secouru une personne âgée du côté de Pointe-Boute, je crois. Tout à fait. Sur le secteur de Pointe-Boute, en milieu de journée, malgré le fait que tous les automobilistes étaient stockés et arrêtés sur un endroit sécurisé en amont et en aval, nous avons eu la chance d'avoir un hélicoptère de la sécurité civile qui survolait le secteur pour faire un point de situation, qui a découvert une personne qui était immobilisée en marge de la chaussée, avec une incapacité de sortir de son véhicule, une personne qui avait plus de 90 ans, et qui s'est retrouvée avec de l'eau jusqu'au cou et qui était malheureusement sur le point de se retrouver noyée. Et vous me dites, 10 minutes plus tard, on ne pouvait plus rien faire. Je pense qu'effectivement, à 10 minutes près, la vie de cette personne se finissait. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, Christophe Baumann, des feux tricolores pour empêcher les gens de sortir d'une commune quand la route jusqu'à la suivante présentera des dangers ? On peut imaginer ce type de dispositif, on peut imaginer des dispositifs de feu avec des flashs. La triste expérience nous montre aussi que ce genre de dispositif ne survit pas longtemps, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit ailleurs. Ces genres de dispositifs sont souvent dégradés et à ce moment-là, le jour où on en a réellement besoin, effectivement, il ne fonctionne plus. Donc nous misons sur d'autres dispositifs, comme celui qui a été mis en place sur le secteur de Bourail, avec une procédure de fermeture de la RT1 sur certains secteurs, qui ont été eux aussi impactés à nombreuses reprises, où des panneaux se mettent en place, des panneaux qui se dégradent un peu moins facilement, et qui indiquent aux gens des zones tampons pour se mettre à l'abri lors des phases d'inondation. Elles ont été utilisées hier ? Elles ont été utilisées hier, effectivement. Les panneaux ont été mis en œuvre sur le secteur de Nandaï, avec une mise à disposition du camp de Nandaï par les forces armées de Nouvelle-Calédonie.
Et effectivement, nous avons pu accueillir quelques naufragés de la route sur ce secteur-là avec la mise en œuvre des panneaux. Alors, conséquence de ces routes coupées, Christophe Baumann, les automobilistes qui sont coincés, qu'il faut héberger en urgence. Quelles sont les habitudes chez nous, on va dire? Les maires, par exemple, sont-ils prêts à accueillir ces naufragés de la route? Les maires se préparent. De nombreuses communes sont prêtes. Elles ont développé leur plan communal de sauvegarde qui prend en charge ce type d'événement. Et effectivement, les naufragés de la route, c'est quelque chose d'habituel lorsque nous avons des inondations. Des communes réagissent très bien, et c'est ce qui s'est passé hier. Il y en a qui ont anticipé la mise en œuvre de leur PCS, d'autres avec lesquels nous avons échangé avant que les choses se fassent. Mais l'accueil a été possible. Et effectivement, par rapport à d'événements qui ont pu se passer sur d'autres années, l'accueil des naufragés a été efficace et surtout réactif, puisque toutes les personnes se sont retrouvées proposer un site d'hébergement. Une cinquantaine de personnes à la salle polyvalente de Point-Bout? Oui, tout à fait, une cinquantaine de personnes, mais qui ne sont pas restées très longtemps, puisqu'effectivement, elles cherchaient à rapidement repartir dès l'annonce d'une décrue. À Népouy aussi, je crois que la commune a hébergé de ces naufragés. Vous pouvez apporter une aide de quelle sorte, vous, sécurité civile, à ces maires qui ont envie de mieux se préparer? Alors, la sécurité civile, depuis le transfert de compétences, s'est dotée d'un service d'assistance technique aux communes, qui est en fait une réponse justement aux questions des maires et des élus locaux, afin de s'organiser et de développer ces plans communaux de sauvegarde. Puisque, avant transfert de compétences, il leur avait été imposé de rédiger ces plans communaux, de les mettre en œuvre, chose qui n'est pas évidente, puisque c'est un travail pour lequel il faut être armé, équipé, il faut avoir du personnel pour les rédiger. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons une proposition qui est la première, c'est de soutenir ces élus pour la rédaction de ces plans communaux de sauvegarde. Et le gouvernement a également pris la décision d'appuyer financièrement ces plans communaux de sauvegarde, puisque une dotation financière est permise aux communes qui souhaitent rédiger les plans inexistants ou les mettre à jour pour ceux qui ont déjà fait le travail. Alors on a vu hier, Christophe Baumann aussi, la problématique des évacuations de groupes scolaires, puisque quasiment tous les groupes scolaires du nord du territoire ont demandé aux élèves de retourner chez eux, les ont transportés. Est-ce que ces évacuations font partie de ces plans communaux de sauvegarde dont vous nous parlez? Enfin, c'est des choses dont on doit réfléchir avant, j'imagine. Bien sûr, c'est des choses effectivement qui sont prises en compte par les élus des communes, puisque c'est intégré d'une part dans leurs plans communaux, mais aussi par la gestion des établissements scolaires, qui eux aussi, en contact avec le vice-rectorat, font le nécessaire. C'est vous, la sécurité civile, qui donnez le feu vert pour évacuer des gens, ou on ne vous demande pas votre avis, c'est les maires qui prennent leurs responsabilités? C'est un échange. Alors, pour certaines communes, c'est une décision qui s'est faite hier par anticipation, et c'était très bien, puisqu'ils ont réussi à évacuer les établissements et à faire circuler l'ensemble des navettes avant la montée des eaux qui aurait pu être bloquante. Et au-delà, effectivement, ces choses-là peuvent se faire en interconnexion entre les élus des communes, les responsables d'établissements scolaires et la sécurité civile. Pour terminer sur cet épisode pluie, vous êtes toujours, bien sûr, en vigilance, vous êtes toujours sur le pont, vous avez toujours une cellule de crise. Enfin, comment êtes-vous organisé, la sécurité civile? Tout à fait. En cas d'événement de ce type, effectivement, vous avez une montée en puissance qui s'opère dans les locaux de la sécurité civile, dans ce qu'on appelle le centre opérationnel gouvernemental, qui est en fait le pendant de ce qui existait précédemment au commissariat de la République. Cette montée en puissance se fait selon la réception des informations sur les événements, selon les choses qui se passent sur le terrain, et selon la gravité de l'événement, une montée en puissance interservice s'opère. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est les agents de la sécurité civile qui arment le centre opérationnel, et la montée en puissance nous fait apporter d'autres services comme les sapeurs-pompiers, la DAS, le SAMU, les gendarmes, les FANC et tout autre service nécessaire tel que la DIMINC ou la DI3T lorsque c'est nécessaire par rapport aux routes ou aux industries. Et vous êtes nombreux sur cet épisode-là. Vous êtes montés en puissance de façon importante. Nous sommes montés en puissance de manière relativement importante puisque 2 salles ont été armées. D'une part, le centre opérationnel donc, du gouvernement qui est situé à Nouméa,
pour une coordination globale, mais également le poste de commandement opérationnel que nous avons ouvert sur l'antenne du gouvernement à Koné, qui, elle, en fait, faisait le premier filtre et la première synthèse des événements qui se passaient sur la province Nord. J'imagine que c'est important d'être au plus près. C'est important, ça permet d'être au contact des acteurs locaux et de ne pas voir les événements à distance, malgré l'évolution technologique qui nous permet d'avoir aujourd'hui rapidement des photos des différents secteurs. Photos et nouvelle ère technologique qui nous aident quand même pour prendre des décisions. Aujourd'hui, on attend toujours un ciel très chargé, avec des averses locales fortes sur la chaîne et le nord-est, mais vous confirmez, on souffle quand même, et notamment la circulation est rétablie sur l'ensemble du territoire, mis à part le réseau secondaire. Oui, on souffle puisque Météo France a maintenu malgré tout une vigilance forte pluie jaune, puisqu'il reste encore quelques paquets nuageux qui doivent nous arriver sur les reliefs et qui peuvent encore alimenter les différents bassins versants et donc effectivement faire des montées d'eau sur les différents criques. Mais effectivement, les choses s'améliorent. Elles s'amélioreront dans la journée, malgré cette vigilance à conserver. Et petit à petit, à partir de demain, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Après une constatation des dégâts, parce qu'effectivement, il restera aussi ensuite à constater les dégâts sur le réseau routier. Et le soleil, a priori, pas avant vendredi, sur le nord de la Grande Terre. Le lieutenant Christophe Baumann est avec nous ce matin, chef des opérations à la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. Posez-lui vos questions, parce que moi, j'ai plus de voix, au 258, comme tous les matins. Mis à part ces pluies, Christophe Baumann, le dernier épisode en date qui vous a beaucoup mobilisé, mis à part l'alerte cyclonique, on y reviendra, sont les feux du côté de Païta. Votre credo, c'est d'aller très vite dans ce domaine, comme dans d'autres, j'imagine. Vous êtes parvenu à aller très vite à Païta ? Oui, la doctrine qui est appliquée, c'est la doctrine qui s'utilise dans bien d'autres pays, c'est l'attaque massive des feux naissants. Pourquoi ? Parce que simplement, un feu qui se développe, qui est incontrôlable, qui est parti depuis plus d'une heure, est de plus en plus difficile à arrêter. Donc en effet, l'objectif pour nous, c'est un engagement massif de moyens dès les premières minutes lorsque c'est possible. Et effectivement, vous voyez que cette doctrine paye, puisque des feux qui se sont produits à plusieurs reprises sur Païta cette année n'ont quasiment pas dépassé la centaine d'hectares. Ce même type de feu, il y a quelques années, avec un engagement plus timide de moyens, dépassait largement les 400 hectares. Maintenant, ça a un coût. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous êtes allé très vite, mais grâce aux hélicos, effectivement, on a diminué le volume brûlé, 110 hectares, cela dit, 3 hélicos, ça fait 10 millions de francs pour la collectivité. Oui. Ça fait beaucoup. Sur 2 journées, ça fait beaucoup. Maintenant, vous savez aussi bien que moi que le secteur de Païta, comme d'autres secteurs, sont ne plus urbanisés. Donc ces feux qui circulaient avant en brousse et dans un secteur boisé qui ne menaçait que la végétation, donc il y avait un impact environnemental. Mais aujourd'hui, ces feux-là menacent dans de brefs délais des habitations et une population qui s'est installée et qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, on ne peut pas laisser ces feux se développer de la même manière. On en est où des observateurs, des scrutateurs, des vigiles de ces tours qu'on a vu apparaître à un moment? C'est passé de mode ou c'est une doctrine que vous pourriez faire vôtre? C'est une doctrine qui pourrait se remettre en place, mais il faut bien prendre en compte que ce n'est pas forcément la solution miracle, puisque ces choses-là nous imposent de déplacer des sapeurs-pompiers ou des personnes sur des sites particuliers. Sapeurs-pompiers qui aujourd'hui déjà ne sont pas forcément assez nombreux sur le territoire. Il faut encore développer les centres de secours, puisque nous manquons de sapeurs-pompiers. On rend hommage quand même aux volontaires qui sont mobilisables toujours, une centaine semble-t-il. Tout à fait, il y a énormément de volontaires en Nouvelle-Calédonie et c'est à l'image de la profession, c'est-à-dire que vous avez une masse de professionnels, mais à côté de ça, cette masse de professionnels existe et vit aussi grâce aux volontaires qui donnent de leur temps libre pour soutenir les actions de secours. Alors, on passe au cyclone. C'était le 1er février, l'alerte numéro 1 déclenchée dans 8 communes du Nord face au danger de Ola. Tout s'est finalement bien passé, mais c'était pas méchant finalement Ola. Ola, pour la petite histoire, si nous voudrions la comparer à un autre cyclone, c'est l'équivalent de Vania. Vania en 2011, dont nous avons encore en mémoire les dégâts, on sait ce qui s'est passé.
Ola est passé à 100 km des côtes de la Nouvelle-Calédonie. 100 km des côtes, ce n'est pas grand-chose. Au niveau prévision météorologique, on n'est pas aujourd'hui en capacité de faire un tracé à 100 km près, et heureusement, parce que sinon on saurait tout faire et immédiatement, et on pourrait encore être critiqué. Mais aujourd'hui, on se doit d'appliquer les procédures quand c'est nécessaire. Effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose, heureusement. Je pense que la population a très bien réagi. La population a très bien compris le nouveau code d'alerte. Oui, le retour aux célèbres alertes numérotées en lieu et place des couleurs qui étaient visiblement mal passées. Il semble qu'il y avait une confusion avec justement ce que nous avons vécu hier, c'est-à-dire les vigilances météorologiques qui, elles, sont faites pour de la forte pluie, pour de la forte houle, pour des vents violents. Et on rappelle que donc la vigilance orange s'est transformée en jaune ce matin sur ces fortes pluies et averses de Météo France. Vous avez quand même tiré des enseignements de cet épisode Ola. De chaque épisode, nous tirons des enseignements. En fait, nous sommes dans le principe de l'amélioration continue. Donc effectivement, que ce soit les services météorologiques, que ce soit les services de la sécurité civile, des retours d'expérience sont faits. Nous prenons en compte les choses à améliorer. Nous avons toujours des enseignements, effectivement. Augmenter la communication, rappeler les conseils aux personnes, puisque malgré un nouveau code d'alerte, malgré la communication qui se fait régulièrement avec les médias, nous avons encore des comportements parfois qui mettent en danger les secouristes et surtout les gens eux-mêmes dès le départ. Donc que ces personnes-là prennent bien en compte les informations qui sont diffusées. Et je pense qu'effectivement, les choses s'amélioreront dans les années à venir. Pour finir, on parle du risque tsunami, Christophe Baumann. Il y a eu un séisme au Japon hier, 6,9 sur l'échelle de Richter, avec risque tsunami dans la région nippone. Vous avez été vous-même mobilisé pour suivre cette alerte. De quelle façon ? La sécurité civile, effectivement, reçoit les alertes tsunami de l'ensemble du bassin pacifique. Ce type de séisme qui se produit au Japon peut nous impacter, pas forcément de la même manière que certains séismes catastrophiques avec une vague qui nous impacterait de manière importante. Mais ces éléments sont pris en compte. Donc, à réception des messages d'information du Pacific Tsunami Warning Center, nous prenons en compte ces éléments, nous les analysons et nous échangeons avec nos experts de l'IRD pour savoir, d'une part, quel est l'impact probable sur nos côtes avant de mettre en œuvre les dispositifs d'alerte si c'est nécessaire. Hier, justement, vous avez signé une convention avec 8 communes du territoire qui vous transfèrent leurs dispositifs d'alerte, les fameuses sirènes. Pourquoi ? C'est un projet que nous avons présenté à la présidente du gouvernement et au gouvernement, puisque le parc de sirènes qui avait été mis en place sous une époque du Haut-Commissariat en partenariat avec les communes commençait à être vétuste. Et surtout, nous n'avions pas forcément un moyen de le déclencher de la meilleure des manières et dans un délai respectable. Le projet présenté était de centraliser le déclenchement de ces alertes, de rénover le parc et de développer ce parc. Le gouvernement et la présidente ont validé ce projet. Effectivement, la première étape aujourd'hui était de se voir rétrocéder les dispositifs pour que nous en soyons propriétaires pour les remettre en état. Cette étape est franchie, donc maintenant, dans les meilleurs délais, puisque l'ensemble du projet est conclu, dans les meilleurs délais, les sirènes vont être installées. Puisque pour la petite mémoire, sur Yengen, sur les sirènes qui avaient été fournies à l'époque, il en existait 7 qui étaient dans les greniers de la mairie, qui n'avaient même pas été installées. Voilà. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas forcément le suivi nécessaire pour soutenir les communes pour la mise en œuvre de ces dispositifs. D'autres communes vont suivre, au-delà de ces 8 communes là, qui vous ont fait confiance ? L'ensemble des communes qui sont dotées des sirènes ont répondu favorablement. Maintenant, il s'agit juste de faire valider ces éléments par les conseils municipaux pour la rétrocession du matériel. Et pour l'entraînement, on vous a vu récemment vivre un exercice, mais j'ai envie de dire entre vous les spécialistes. Vous n'avez pas associé les populations. Pourquoi n'avez-vous pas profité de cette occasion justement pour aller jusqu'au bout et puis demander aux Calédoniens de réagir comme il leur faut? Alors l'objectif de cet exercice était d'une part de tester le nouveau dispositif fourni par le Pacific Tsunami Warning Center, qui a fait évoluer ses outils, qui aujourd'hui est en capacité de nous annoncer des hauteurs de vagues estimées, chose qui change, puisqu'il y a quelques années encore, c'était oui, vous avez un tsunami ou non, vous n'avez pas de tsunami. Ces dispositifs vont améliorer la réponse. Pour ce faire, nous les avons testés. Nous avons testé la montée en puissance du centre opérationnel du gouvernement,
dans cette phase avec l'action interservice. Alors à quand un exercice avec les populations? Dès lors que l'ensemble du réseau des sirènes aura été mis en œuvre, et à partir du moment où les communes qui, comme vous le disiez, nous ont fait confiance pour la reprise en main du matériel, auront leur matériel sur secteur de valider, un exercice communal sera validé en collaboration avec les maires et avec la mise en œuvre de leur plan communal de sauvegarde. Lieutenant Christophe Baumann, notre invité de la matinale. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Même adresse désormais, c'est la nouveauté de la rentrée pour poser vous-même vos questions sur la page Facebook ncpremière.nc. Christophe Baumann, merci d'avoir été avec nous ce matin.